En France, à présent, on va revenir sur un débat qui agite notre société, et c'est d'ailleurs particulièrement le cas en ce moment avec la crise que traverse le monde agricole. Comment réconcilier l'écologie et l'économie? Est-ce que l'écologie politique d'ailleurs est vraiment écologique? C'est la question que se pose François de Rugy, et on en parle avec vous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre également de la transition écologique sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Vous êtes aujourd'hui conseiller régional des Pays de la Loire. Vous avez d'ailleurs récemment lancé votre chaîne YouTube. Ça s'appelle « Et si l'économie sauvait l'écologie ?» C'est une chaîne qui a pour but, je cite, de lutter contre les dérives d'une écologie médiatique que vous jugez sans rigueur scientifique et donc in fine contre-productive. Pourquoi ce combat et de quelles dérives parlez-vous ? Alors d'abord, parce que je l'ai constaté depuis longtemps, ça a été une de mes raisons d'ailleurs de rupture avec les Verts, auxquels j'ai appartenu. Et effectivement, on va y revenir. Il y a plus de 10 ans, et je voyais ce divorce entre cette déconnexion, mais je pense que c'est un divorce entre l'écologie et la science. Alors qu'au départ, d'ailleurs, l'écologie était une science avant d'être un mouvement politique. Et par ailleurs, je vois depuis quelques années, je l'ai vu quand j'étais ministre, évidemment, de l'Intérieur, j'ai envie de dire, à quel point nous avons des injonctions médiatiques qui sont martelées, vraiment des sortes de campagnes médiatiques alimentées en général par des ONG, c'est-à-dire des associations dont on ne questionne jamais ni la représentativité ni le sérieux, reprises ensuite par des politiques qui se sentent évidemment soit sommés de le faire, soit qui travaillent main dans la main, comme les politiques d'Europe Écologie Les Verts, et ça amène ensuite malheureusement parfois à prendre des décisions au minimum précipité et souvent déplacé, c'est-à-dire que si on a un mauvais diagnostic, si on a un mauvais diagnostic, on a des mauvaises décisions. Vous assumez un discours de rupture avec ce que l'on pourrait appeler vulgairement l'écologie politique. En tout cas, avec l'écologie politique telle qu'elle est représentée dans le débat public aujourd'hui en France par Europe Écologie Les Verts, ils ont changé de nom, mais c'est toujours pareil, parce que là, vraiment, on voit que c'est toujours des mots d'ordre, d'abord souvent éloignés des sujets environnementaux, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de prises de position, beaucoup de temps de parole consacré à autre chose que la protection de l'environnement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, derrière des propositions qui se disent environnementales, c'est plutôt la lutte contre le capitalisme, la lutte contre les entreprises, la lutte contre l'économie de marché qui est proposée. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, elle ne s'en cache pas, elle dit la priorité, c'est de sortir du capitalisme. Bon, ça, c'est les mouvements d'extrême gauche qui ont toujours prôné ça, mais enfin, normalement, un mouvement écologiste, sa première préoccupation, ça devrait être de dire voilà comment on peut être efficace dans la protection de la nature et de l'environnement, voilà même comment on peut restaurer un certain nombre de milieux écologiques qui ont pu être abîmés. Là-dessus, on voit que la science nous apporte beaucoup de données. La recherche, il y a des innovations technologiques qui sont très bonnes pour l'environnement. Or, souvent, le premier réflexe des mouvements écologistes politiques ou associatifs, d'ailleurs, c'est d'être hostile à l'innovation technologique, d'être méfiant parce que ce serait pour faire tourner l'économie. Oui, si on peut joindre l'utile à l'agréable, si je puis dire, la protection de la nature et le développement économique, non seulement il ne faut pas s'en priver, mais moi je crois que c'est la solution pour résoudre les problèmes écologiques. Vous avez rappelé votre engagement précédent avec les Verts, avec le parti Europe Écologie Les Verts, dont vous avez effectivement pris vos distances il y a quelques années. Je l'ai quitté en 2015, donc ça fait bientôt 10 ans. Effectivement, avant le parcours que l'on vous connaît, et donc notamment à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Vous assumez ce discours de rupture. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, finalement, des partis comme Europe Écologie Les Verts ne font pas avancer la cause écologique ? Je pense, oui, que sur certains sujets, ils ne la font pas avancer. D'ailleurs, je l'ai vu aux dernières élections européennes, c'est pas très vieux, c'était en juin 2024, et ils ont fait vraiment un très faible score. Ça a été peu remarqué par les commentateurs parce que tout le monde a embrayé sur la dissolution, le nouveau Front populaire, etc. Mais je vois que les électeurs, d'ailleurs, ne suivent plus. Un exemple concret, le sujet énergie-climat. Moi, je considère, comme plein de gens, que c'est le défi numéro 1 auquel nous sommes confrontés. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui minimisent le réchauffement climatique, les conséquences déjà palpables aujourd'hui, parfois catastrophiques, dramatiques. Donc, il faut absolument relever ce défi. Pour relever le défi énergie-climat, le nucléaire est un atout. Je l'avais déjà dit quand j'étais ministre, mais Vous avez changé d'avis. Oui, je le dis plus clairement aujourd'hui. J'ai évolué, j'ai changé d'avis. Je l'ai déjà écrit il y a quelque temps dans un livre, et je pense qu'en effet, c'est un atout
pour la France, mais potentiellement pour l'Europe et pour le monde demain, d'avoir une capacité à produire de l'électricité en grande quantité, de façon 100% décarbonée, et aujourd'hui maîtrisée du point de vue de la sécurité, ce qui est évidemment très important. Or, je vois que les écologistes en France et en Europe continuent à combattre le nucléaire, alors qu'on a vu à quel point le choix de l'Allemagne était un choix qui avait emmené l'Allemagne et une partie de l'Europe dans le mur. Vous disiez d'ailleurs, hein, je reviens là-dessus quand même, parce que vous disiez, effectivement, lors de la primaire socialiste, il faut supprimer le risque nucléaire qui pèse sur la France. Vous avez changé d'avis, vous le dites, vous le reconnaissez. Vous appelez vos anciens amis à faire de même. Quels sont les blocages selon vous ? Je crois que le blocage est dans les têtes. Hein. C'est des réflexes pavloviens. On est écologiste, on est anti-nucléaire. Voilà. Moi, quand j'étais ministre d'ailleurs, et que je disais, le nucléaire représente une part importante en France et il a un certain nombre d'atouts, les journalistes souvent me répliquaient, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire de l'écologie et du nucléaire. Ah si, justement, il faut le dire. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur la question de la génétique des plantes. La sélection variétale, c'est comme ça qu'on dit chez les spécialistes, et notamment pour l'agriculture. Aujourd'hui, il y a un blocage parce qu'on dit c'est des OGM. Donc à partir du moment où on a prononcé le mot OGM, c'est terminé, on ne discute plus, on ne débat plus. Alors qu'il y a des vrais progrès issus de la recherche scientifique qui nous permettent d'améliorer non seulement les productions, mais de réduire l'usage des pesticides et aussi de mieux résister aux effets du réchauffement climatique. C'est évident qu'il ne faut pas s'en priver. L'écologie aujourd'hui, elle est selon vous menacée par la radicalité de certains de ces militants. Vous racontez l'avoir ressenti lorsque vous étiez aux affaires, lorsque vous étiez ministre de la transition écologique. De quelle manière ? Alors, c'est évident que la radicalité écologique, elle produit en retour une réaction de rejet. Elle entrave l'action publique également ? Alors, elle l'entrave, alors ça c'est sûr et certain, avec les mouvements radicaux type soulèvement de la Terre. Souvenez-vous, il y a quelques mois ou un an, Gérald Darmanin était encore ministre de l'Intérieur, il avait proposé la dissolution des soulèvements de la Terre. Bon, tout le mouvement Europe Écologie Les Verts, mais aussi d'autres gens ont dit « mais non, c'est inadmissible, ce sont des mouvements qui sont utiles pour la prise de conscience écologique ». Mais en quoi sont-ils utiles ? Moi, dans mon département de Loire-Atlantique, ils sont allés saccager des cultures expérimentales des maraîchers nantais. Nous avons une vieille tradition autour de Nantes de maraîchage, c'est là qu'on produit 80% de la mâche vendue en France, le muguet, etc. Des cultures expérimentales qui avaient justement vocation à voir comment on pouvait réduire les pesticides, consommer moins d'eau, eh bien ces cultures ont été saccagées par les soulèvements de la Terre. C'est contre-productif. De terrorisme écologique. Oui, alors il faut faire attention, parce que si à une radicalité répond une autre radicalité, on risque de s'enfermer dans un débat stérile. Si en revanche on dit concrètement, est-ce que les soulèvements de la Terre font progresser le combat écologique ? Moi, je réponds non. Est-ce qu'ils le font régresser ? Oui, parce que malheureusement, un certain nombre de Français qui voient cela sont véritablement effarés, pour ne pas dire effrayés, devant ces méthodes. Alors évidemment, je ne parle même pas de ceux qui jettent de la soupe sur des œuvres d'art, ce qui est vraiment d'une bêtise absolue. Mais oui, c'est d'une bêtise absolue. Mais surtout, ce que je vois en France aujourd'hui, mais évidemment, on le voit aussi aux États-Unis, on le voit dans d'autres pays d'Europe, c'est qu'il y a un recul aujourd'hui sur l'écologie. Il y a un reflux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui disent si c'est pour être embarqué dans cette radicalité, c'est non. Alors que nous avons besoin d'agir. Un autre sujet, nous avons besoin d'agir, un autre sujet dans l'actualité, celui de la 69, l'autoroute donc qui est censée relier Toulouse à Castres. Le chantier a donc été suspendu, les travaux ont été suspendus la semaine dernière par le tribunal administratif de Toulouse. L'autoroute de la discorde, les associations de défense de l'environnement sont vent debout depuis des années. La préfecture, elle, affirme qu'il y a un intérêt général, la majorité des élus locaux également. Vous avez signé une tribune dans le Figaro la semaine dernière justement suite à cette décision. Vous dénoncez dans cette tribune, je vous cite, un voyage en absurdie, un égalitarisme mal placé et un refus du progrès qui ne dit pas son nom. Oui, parce que j'ai pris la peine de lire la décision de justice. Mais il y a un refus du progrès dans l'action d'un certain nombre de lire le communiqué fait par le tribunal administratif. Je ne parle pas des commentaires qui peuvent être faits dans la presse. Non, je dis vraiment, voilà ce que le tribunal administratif a dit pour ses motivations de cette décision, qui est une décision quand même qui, si jamais elle était confirmée en appel, serait un tournant très important. Parce que certains disent « Ah oui, mais il y en a déjà eu d'autres ». Non, une décision de ce type-là, ce serait vraiment un tournant. Pourquoi ? Parce que ce projet, il a été déclaré d'utilité publique.
cette déclaration d'utilité publique a évidemment été contestée par les opposants et il y a eu plusieurs décisions de justice qui ont confirmé que la procédure de déclaration d'utilité publique avait été faite de façon tout à fait légale. C'est d'ailleurs remonté jusqu'au Conseil d'État. Voilà, tout à fait. Alors, si, au nom, c'est vrai, d'une disposition légale qui laisse une porte ouverte d'appréciation sur le fond au juge administratif. Si au nom de cette disposition-là, qui est issue d'une directive européenne de 92, les juges administratifs, que ce soit dans les tribunaux, en cour administrative d'appel ou au Conseil d'État, se mettent à décider à la place des élus qui sont soumis au vote des citoyens, s'ils se mettent à décider à la place des élus ce qui est utile ou ce qui ne l'est pas, ce qui est d'intérêt majeur, puisque c'est ça la formule de la directive européenne, là je pense que c'est grave. Vous estimez que le juge est sorti de son rôle dans cette décision? En tout cas, si encore une fois cette décision venait à être confirmée et que ça crée une jurisprudence, oui, ça veut dire que n'importe quel projet, alors a fortiori dont les travaux ont déjà commencé, vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on peut encore faire des recours sur l'intérêt public, alors que la déclaration d'utilité publique a été signée et validée. Là, il faut remettre un peu d'ordre dans notre législation. Remettre un peu d'ordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc davantage encadrer le champ d'intervention des juges, oui. C'est ce que vous dites, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire une loi? C'est pas un petit débat que vous entamez là. Oui, mais je crois que c'est le travail normalement des législateurs. J'ai été député pendant 14 ans, ministre pendant 1 an, que ce soit le gouvernement ou le Parlement, on doit évaluer une loi, comment elle est appliquée, et si on voit qu'à un moment donné, il y a une dérive dans son application, il est tout à fait normal que le Parlement, et je pense qu'il devrait le faire sans tarder d'ailleurs, mais tranquillement, voir comment on pourrait remettre les choses dans le bon ordre, sachant que le problème des recours contre des projets, on a l'impression que c'est des recours perpétuels qui ne s'arrêtent jamais. C'est pas nouveau. Et je peux vous dire, quand j'étais ministre, nous avions déjà lancé le chantier, mais malheureusement, il n'y a jamais eu de suite, ni au niveau des gouvernements successifs, ni au niveau du Parlement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec cette décision, le tribunal administratif a quelque part validé le projet de société des écologistes radicaux? En tout cas, une forme de décroissance. Oui, quand on lit les attendus du tribunal administratif, on peut sérieusement se poser la question, parce que quand vous avez un juge au tribunal administratif qui commence à argumenter sur le fait de savoir si c'est utile de gagner 20 minutes sur un trajet de 80 ou 90 km, là vous pouvez quand même vous dire, mais attendez, où est-ce qu'on est? Quand vous avez le même juge au tribunal administratif qui vient, et c'est pour ça que j'ai parlé d'égalitarisme mal placé, dire que ce serait un problème si les personnes qui ne prendraient pas l'autoroute, si l'autoroute était faite que sur cette route traditionnelle, on irait moins vite. Attendez, c'est toujours été comme ça. En France, vous avez le choix. Si vous ne voulez pas prendre une autoroute à péage, on maintient toujours un trajet sans péage. Évidemment, vous allez moins vite. Mais en revanche, dire que ça n'est pas un progrès, ça, c'est un vrai débat de société. Est-ce que avoir des trajets plus ou moins longs, quand vous êtes dans des trajets quotidiens, quand vous partez en vacances, quand vous allez à un rendez-vous professionnel, est-ce que avoir un trajet plus long, c'est mieux? Non, le progrès, c'est quand même de raccourcir les temps de transport. C'est clairement deux visions de l'écologie qui s'opposent. Deux visions de l'écologie, deux visions aussi du développement. Ce même tribunal administratif dit quand même que la ville de Castres se portant plutôt bien, la population ne baisse pas, l'économie semble plutôt correcte, bien donc il ne faut pas chercher à la désenclaver. Est-ce qu'on doit attendre que cette même ville de Castres connaisse des difficultés économiques? On sait qu'il y a une industrie. C'est quand même rare qu'une grande industrie pharmaceutique de classe mondiale ait un siège dans une ville française de cette taille-là. Et si cette industrie décidait d'aller ailleurs, à ce moment-là, on dirait il faudrait peut-être faire une route, mais il serait trop tard. Donc, vous voyez que c'est quand même des visions du monde qui sont très différentes. Et je finis sur un point qui est très important. On continue à juger sur des critères du passé. C'est-à-dire, on dit oui, mais si on crée une autoroute, ça va faire plus d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il y aura plus de voitures, plus de camions qui vont rouler dessus. Oui, mais justement, on est en train de faire des voitures et des camions qui n'émettent plus de gaz à effet de serre, grâce aux voitures électriques notamment. Donc, il faut se projeter dans cet avenir de façon dynamique, de façon positive. Moi, je le crois, de façon optimiste. On trouve des solutions et il faut les mettre en œuvre au lieu de les freiner. Et on précise qu'en ce cas précis, l'annulation du projet est encore loin d'être actée, vu qu'effectivement, vous l'avez rappelé, l'État a fait appel. On parlait donc de ces décisions de justice, de l'influence que peuvent avoir un certain nombre de militants sur les décisions. On parle aussi des ONG, très influentes, notamment à Bruxelles. On en a beaucoup parlé ces temps-ci, qui usent donc de leur pouvoir d'influence pour faire passer un certain nombre de projets. Est-ce que là aussi, très concrètement, lorsque vous étiez ministre, lorsque vous étiez aux affaires, c'est quelque chose auquel vous avez été confronté? Et si oui, de quelle manière? Ah oui, vous avez sans cesse des ONG qui se créent sur un sujet. Personne ne cherche à savoir s'il y a plus que 3 ou 4 personnes dans l'association en question.
Bon, vous savez, il y a quelques années, il y a eu une association qui a été créée, Notre Affaire à tous. Mais elle était tellement à tous qu'il y a quelques personnes dedans. Hein. C'est juste pour faire des recours juridiques. Donc des organisations un peu... et ensuite, qui n'ont pas vraiment de sens. Le but pour ces associations, c'est de réussir à mettre un sujet dans l'actualité, dans les médias. Moi, j'ai quand même eu, quand j'étais ministre, une association bien connue, donc je le dis, Sea Shepherd, c'est facile à vérifier, qui a tenté de faire croire, avec des tweets, avec de la communication, qu'il y avait une marée noire sur les plages des Landes. Alors évidemment, branle-bas de combat, tout le monde s'inquiète, à juste titre. Et puis en fait, quand on a regardé, vous savez ce que c'était, la marée noire? C'était, oui, avec des photos vues d'avion, vues de drone, on pouvait croire que c'était une marée noire, mais c'était des algues pourries. Donc il y a des ONG, en l'occurrence qui diffusent des fausses informations. Qui, à ce moment-là, ont voulu faire le buzz. Peut-être. Ont voulu faire le buzz. Bon, après, on reconnu, mais bizarrement, une ONG qui fait le buzz comme ça, avec quelque chose d'aussi grossièrement faux, personne ensuite ne considère que peut-être sa parole a moins de valeur. On continue à la mettre en valeur. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Et je me souviens, y compris, d'un journaliste, bon, je ne peux pas donner son nom parce qu'il me l'a dit dans une conversation dans un couloir de rédaction, mais qui m'a dit, vous savez, on passe à l'antenne, une grande radio de service public française, on passe à l'antenne des rapports d'ONG sans avoir fait aucun travail de recoupement, aucun travail normalement journalistique, où on va vérifier, où on va faire une contre-expertise, etc. Alors que si c'était un rapport du gouvernement, ou si c'était un rapport du Parlement, on le ferait. Donc il faut quand même que là aussi, on revienne à des choses un peu plus sensées. Question François Antoji, parce que c'est une question que les gens se posent nécessairement. Vous n'aviez pas le pouvoir de leur résister lorsque vous étiez ministre? Si, je l'ai fait d'ailleurs parfois, et heureusement. Et j'ai vu d'ailleurs que des associations qui tentaient de faire des polémiques, etc., parfois ça faisait pchit, heureusement. Mais il y a une pression très forte quand on est ministre ou quand on est député, et c'est difficile d'y résister parce que les médias accompagnent, voire j'ai envie de dire, suscitent cette pression. Et là, il y a un autre sujet qu'il va bien falloir poser un jour, qui est quand même le fait que des journalistes, des rédactions importantes, des médias importants ne se cachent presque plus de faire campagne sur ces sujets. C'est-à-dire ils ne font pas de l'information, ils font du militantisme. Merci beaucoup François Antoji. Vaste sujet, le sujet Merci. Que l'on aura donc l'occasion de découvrir sur votre chaîne YouTube. Et si l'économie sauvait l'écologie, votre chaîne YouTube avec donc je crois un premier épisode de vidéo sur l'intelligence artificielle. Là aussi c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. Merci d'avoir été